L'écho des campagnes. La série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des scientifiques qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture française et à la transition agroécologique. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique. En partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bonjour Mathieu, tu travailles dans la formation en agroécologie depuis une vingtaine d'années. Et pour toi, quelle est la place de la formation aujourd'hui dans la transition agroécologique ? C'est une excellente question. Par quelle boule prendre ? Avant peut-être de parler de transition agroécologique, qui est un mot qui est dans toutes les bouches, c'est transition, c'est entre un système et un autre. On est dans une agriculture qui est en transition, donc on part d'un certain modèle et ce modèle doit évoluer. L'ancien modèle est un modèle qui a fait ses preuves, qui a été extrêmement performant. C'est un modèle qui a débuté dans les années 50-60, après-guerre, et qui a été basé sur l'utilisation massive de la mécanisation, de la fertilisation azotée, de la protection phytosanitaire, la phytopharmacie, une génétique adaptée à tout ça, et qui a réussi à faire exploser les rendements au niveau mondial. Il me semble qu'on a multiplié par 4 les rendements de l'agriculture au niveau mondial. Mais ce modèle avait des limites. C'est un modèle qui était extrêmement simpliste, extrêmement agressif sur les écosystèmes et notamment le sol. On parle beaucoup de perte de fertilité des sols, d'effondrement de la biodiversité. Voilà, c'est un modèle qui a été très agressif et l'agriculture est obligée de changer un petit peu son fusil d'épaule. Alors d'une part en conservant quand même cette notion d'intensité des rendements, parce que il y a une population humaine qui est toujours en croissance et qui est importante et qu'il faut nourrir. Mais il faut produire de manière différente. Et quand on parle de transition agroécologique, alors le mot transition est juste. Agroécologie, c'est aujourd'hui un mot qui est un peu passe-partout, mais qui signifie simplement essayer de comprendre mieux les mécanismes complexes qui régissent les écosystèmes, c'est l'écologie, et l'appliquer à l'agriculture. Et donc, on est dans une science des écosystèmes et on n'est pas dans une idéologie politique. Donc c'est ça l'agroécologie. Le point particulier d'agroécologie, c'est que ce sont des techniques qui sont extrêmement efficaces, intéressantes, mais qui sont complexes. Donc on sort de systèmes simples et on doit aller vers des systèmes complexes. Et c'est là où je peux commencer à répondre à ta question. Le rôle de la formation dans des systèmes qui se complexifient devient extrêmement importante, puisque l'agriculteur n'est plus en fait un applicateur d'itinéraire technique clé en main, comme ça a pu être le cas pendant longtemps, mais en fait, il redevient le pilote d'un agro-écosystème. Et j'ai envie de dire, ils deviennent les pilotes, puisqu'on s'aperçoit que à l'échelle de la ferme, c'est pas suffisant. En fait, il faut plutôt réfléchir à l'échelle d'un territoire. Et c'est sans doute des agriculteurs, des éleveurs qui vont devoir parvenir à gérer des écosystèmes. On pourrait rajouter des industriels, des citoyens, des entrepreneurs. Voilà. Mais la complexité de l'écosystème qui repose sur la fertilité d'un sol, les interactions entre les différentes espèces, etc., demande énormément de connaissances. Alors, ce sont des connaissances théoriques. Alors, il y a quand même une base théorique à maîtriser. Et puis l'autre chose, c'est que comme on est dans des systèmes, il faut avoir une approche globale. Alors parfois on parle d'approche systémique, d'approche transversale, d'approche holistique. Il faut avoir en fait une vue d'ensemble. Il faut à la fois connaître des points particuliers, théoriques, et aussi avoir une vision d'ensemble pour mettre le système au service d'un objectif. Voilà. Et cet objectif, ça peut être l'agroécologie, c'est-à-dire produire le maximum de produits agricoles, alimentaires, textiles, ce qu'on veut, avec le maximum d'impact positif
sur l'environnement, sur le changement climatique, et avec le moins d'intrants, et notamment d'intrants d'origine fossile, puisque ça c'est une des orientations majeures, je pense, que doit prendre l'humanité dans les décennies qui viennent. Donc réduire la fertilisation, réduire le travail du sol, réduire la protection phytosanitaire, ainsi de suite et ainsi de suite. Et l'ampleur de ces objectifs et la complexité de ces systèmes fait que l'agriculteur en fait devient un gestionnaire d'un système compliqué qui va allier à la fois du vivant, donc de l'agronomie et de l'écologie, mais aussi du machinisme, parce que on voit bien la complexification des machines agricoles, l'arrivée du numérique, de l'intelligence artificielle, des robots. C'est aussi une gestion économique qui peut devenir complexe dans un marché qui est mondialisé aujourd'hui. C'est d'être également un pharmacien ou un médecin pour arriver à gérer ces cultures. Donc en fait, l'agriculteur a une foule de métiers. Et on lui demande de plus en plus de compétences, et ça demande de la formation. Cette formation, l'agriculteur qui est sur son exploitation face à ces problématiques de terroir, de culture économique, qui a un besoin d'accompagnement, de conseils au long cours. Alors avant de parler de ce qui pourrait être fait, il faut partir de l'existant. Et la première chose, moi j'ai eu la chance de travailler dans pas mal de pays autres que la France, c'est de dire que ce qu'on peut appeler l'encadrement technique agricole français est un système excellent. Quand on va dans les pays d'Europe centrale, quand on va dans les pays de l'Est, quand on va dans le monde anglo-saxon, l'agriculteur est un peu laissé seul face à ses clients ou face à ses fournisseurs qui peuvent lui d'ailleurs procurer du conseil technique qui peut être d'ailleurs très très bien. La chance de la France, c'est que l'agriculteur va être à la fois encadré donc par les techniciens, alors principalement en France des coopératives, donc qui gèrent l'agrofourniture et la collecte d'agriculture, qui sont des chambres professionnelles et donc qui aussi ont un niveau d'encadrement technique qui est extrêmement intéressant, très très bien maillé. On pourrait rajouter aussi les instituts techniques. Tous les instituts techniques qui vont faire de la recherche-développement. Donc il y a un ensemble d'infrastructures autour de l'agriculteur. Alors, je parle même pas des lycées agricoles et compagnie. Hein. L'agriculture française a une culture de la formation, du progrès, de l'accompagnement. Donc ça, c'est un état des lieux qui est intéressant. Après, pour parler d'amélioration, la formation, qu'est-ce que c'est ? C'est apporter effectivement des contenus, des outils. Alors ça peut être sur de la théorie ou ça peut être sur des pratiques. Et ça peut être des pratiques ou des outils innovants ou des fondamentaux qui peuvent être rappelés sur l'agronomie par exemple. Et puis après, c'est, comme tu le disais, alors du coaching, c'est-à-dire de l'accompagnement. Cet accompagnement peut être réalisé en groupe ou de manière individuelle. Mais surtout, c'est de l'échange entre personnes qui se font confiance. Parce que en termes de développement agricole, moi j'ai bien connu notamment le développement d'associations comme l'association Base et l'APAD, qui étaient en fait des groupements d'agriculteurs qui se posaient des questions techniques et qui se réunissaient pour essayer de les résoudre, et qui faisaient venir des spécialistes parfois d'ailleurs de fort loin pour répondre à leurs questions. Et le succès de ces groupes-là a été basé sur l'échange et le partage des succès et des échecs. Et donc ça, en termes de formation, c'est un point qui est extrêmement important. Une fois qu'on a une base théorique, c'est de pouvoir échanger avec des pairs, avancer, tester. Et c'est comme ça que l'agriculture progresse.
Le deuxième étage de ça a été Internet, qui a permis justement d'aller chercher de l'information où elle était, d'ailleurs pas forcément au niveau national, plutôt dans les pays anglophones ou en Amérique du Sud au démarrage, et de s'affranchir en fait de l'intermédiaire que pouvait représenter le professeur, le technicien ou l'institut technique. Et ça a permis à des agriculteurs qui étaient extrêmement motivés de court-circuiter les réseaux traditionnels du savoir et de s'approprier ces connaissances. L'autre point qui est intéressant sur ces groupes d'échange, c'est que on voit bien deux tendances. Il y a la tendance sur les réseaux sociaux ouverts, où on a donc en gros un travail de sensibilisation avec quand même de gros défauts. C'est que quand on s'adresse à un public qu'on connaît pas et qu'on veut faire de l'audience, eh bien en fait on a plutôt tendance à communiquer uniquement sur des succès ou à masquer un petit peu la complexité des systèmes. Donc j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui veut se mettre le pied à l'étrier, c'est extrêmement intéressant de commencer par là, mais après d'aller plus loin. Et on voit aujourd'hui, ce sont plutôt dans les réseaux d'échange, les réseaux sociaux privés, où les gens se font confiance, que là il va y avoir en fait un réel dialogue basé effectivement sur des succès, mais aussi sur des questions, des interrogations, des échecs. Voilà. Donc on voit, j'ai envie de dire, la transition de la formation dont tu parlais, elle n'est pas une histoire de science-fiction, elle est déjà en train d'advenir. Et elle est basée justement sur beaucoup de choses. Si j'ai envie de parler de formation maintenant, il y a aussi, en dehors de ces outils et de ces groupes d'échange, pour moi, un des freins principaux à la transition, c'est la notion de prise de risque et le lien qu'on peut le faire à l'économie. Malheureusement, contrairement aux agricultures anglo-saxonnes, quand on parlait tout à l'heure d'agriculteurs qui étaient laissés un peu face à leurs clients et leurs fournisseurs, donc peut-être que le niveau technique est pas très élevé, ou qu'ils n'ont pas accès à des réseaux de connaissances plus importants, mais par contre ils savent compter ce qui sort et ce qui rentre dans leur système. Ils ont une vraie approche entrepreneuriale économique, ce que n'a pas l'agriculteur français. Et ça, c'est un peu terrible. C'est-à-dire que l'agriculteur français, il a un niveau technique qui est très très bon, mais il a été très tôt intégré dans des filières et dans des structures qui lui garantissaient son revenu. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et d'une part, ça n'est plus le cas, c'est-à-dire que l'agriculteur ne sait pas ce qu'il dépense réellement et ce qu'il gagne réellement. En plus, une thématique qui est faussée par les aides et les subventions de la politique agricole commune, d'une part, donc il devient un peu fonctionnaire. Et ça, c'est extrêmement compliqué quand on veut changer de pratique, parce que ce sont des acteurs qui n'ont pas de tableau de bord et qui n'ont pas de vision économique. Alors ça déjà, c'est très préoccupant. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'on les sent pas très motivés sur le sujet. C'est-à-dire que pour eux, ça semble très compliqué. Voilà. C'est-à-dire que la base de la formation, pour moi, c'est sur l'agroécologie, ce sont bien des systèmes techniques où on va avoir de la gestion de sol, du machinisme, de l'agronomie, de la génétique, etc. Mais le cœur du problème de la transition, c'est bien un problème économique. C'est qu'à partir du moment où les agriculteurs ne savent pas où ils sont incapables de savoir de savoir où ils veulent, où ils peuvent aller. Voilà, donc ça c'est un point crucial, ce qui fait que nous, par exemple, on essaie de coupler ces notions d'agronomie, d'économie et de prise de risque. C'est un facteur déclenchant. Ouais, oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on a mis un peu de côté l'aspect économique. On s'est un peu trop focalisé pendant des années sur l'aspect technique, agronomique. Et c'est vrai que c'est vraiment de comprendre tout l'écosystème, et dont l'économie évidemment en fait partie. Pour terminer, tu as bien expliqué le rôle crucial des chambres et de l'accompagnement des chambres d'agriculture. Ton avis par rapport à les coopératives ou les négoces sont face à des grands défis qui dans les prochaines années, à la fois pour leur développement et puis l'accompagnement aussi de leurs adhérents? Le problème des coopératives, c'est que le modèle sur lequel elles sont basées, c'est-à-dire l'animation territoriale de communautés d'adhérents à qui elles fournissent des intrants, donc ce qu'on appelle l'agrofourniture, alors principalement des semences, des engrais et puis des produits phytosanitaires.
et agrofourniture, puis à la sortie, bien sûr, collecte de la production. Et bien, ce modèle est mise en demeure de changer, parce que les consommateurs, j'aime pas ce mot-là, mais les sociétés, les citoyens veulent maintenant avoir des produits qui sont produits de manière propre, entre guillemets. Alors c'est demandé ou exigé avec parfois beaucoup de naïveté, beaucoup de raccourcis, peu importe, mais c'est une demande forte. Ça se traduit pour les coopératives par une pression de leurs clients que sont les agro-industriels, qui veulent maintenant des produits qui sont faits avec moins d'engrais, moins de chimie, qui régénèrent les sols, qui stockent du carbone, qui créent de la biodiversité. C'est une exigence forte. Et de l'autre côté, une pression aussi réglementaire du législateur qui leur impose, notamment là il y a avec la loi Egalim une réforme de tout ce qui concerne la vente de produits phytosanitaires, avec en fait une exigence de la part du législateur d'orienter les pratiques vers moins de consommation de produits phytosanitaires. Or, le modèle commercial de ces coopératives, c'est l'agrofourniture. C'est basé sur la vente d'engrais, de semences et puis de produits phytosanitaires. Et on leur demande donc de tuer leur commerce pour partie. Et elles n'ont pas le choix. Et donc elles sont elles sont contraintes de changer de modèle. Alors ça se fait pas sans heurts. Alors c'est pas, voilà, pourrait peut-être pas parler de heurts, mais ça se fait pas sans pression et sans contrainte. Sans difficulté. Il y a des réorientations stratégiques que beaucoup d'entre elles ont d'ailleurs déjà pris depuis longtemps. Le tissu coopératif français est aussi, on parlait tout à l'heure d'encadrement agricole, le tissu coopératif français est extrêmement performant et s'adapte en permanence. Donc là, il y a quand même un changement majeur. Et le modèle qui est en train de se redessiner, on parlait tout à l'heure de complexité des systèmes agricoles, et ben le rôle de la coopérative va être d'accompagner le retour à cette complexité. De toute façon, d'ailleurs, si leur seul rôle était de vendre des produits, le jour où Amazon décide de vendre des engrais et des produits phyto, ça aurait été la mort de la coopération agricole ou des négoces, hein. Ce n'est pas le cas. Donc elles vont devoir retrouver un rôle d'animation du territoire, de constitution de ces communautés dont on parlait tout à l'heure. Alors ça peut être d'ailleurs les chambres d'agriculture, mais ça sera aussi le rôle des coopératives. Et la personne clé là-dedans, qui est en contact et qui est le relais sur le terrain de la coopérative, c'est le technicien. Et là, par contre, il y a une vraie révolution métier, d'ailleurs qui est compliquée, hein, puisque sur les techniciens, il y a une partie des techniciens qui portent bien leur nom de technicien et qui sont motivés pour pouvoir apporter du conseil, etc. Mais il y a une autre partie qui n'a pas forcément cette fibre-là ou ces compétences-là, qui ont plutôt des profils de commerciaux. Et donc on a en fait un vrai challenge stratégique pour les coopératives de savoir comment réorganiser leur réseau sur le terrain. Et ça passe déjà par beaucoup avant de faire de la formation, de la sensibilisation, de la réorganisation, et puis après, comme pour les agriculteurs, fournir des connaissances théoriques, des connaissances techniques. Et puis dans le cas des techniciens, moi je pense que un technicien n'a pas forcément besoin d'être un bon agronome pour conseiller ses agriculteurs. Il a juste besoin d'animer, d'être capable de mobiliser, de comprendre dans l'ensemble quels sont les besoins, identifier les besoins et être en mesure d'y répondre, et de pouvoir solliciter des ressources externes. Alors externes, ça peut être des ressources internes à la coop ou externes. Voilà, également animer des groupes, tout simplement faire des groupes de parole tout bêtes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui se marche pas, et porter un discours positif sur cette transition,
parce que le meilleur moteur de la transition dans les campagnes, c'est ce qu'on appelle le développement par-dessus la haie. Quand on regarde par-dessus la haie, si le voisin fait quelque chose qui a l'air de fonctionner, rapidement tout le territoire va y passer. Si le voisin en fait prend une gamelle, forcément on va dire que ça marche pas. Et le rôle d'un technicien le problème qu'on a avec alors ça peut être des techniciens de coop, de chambre, etc. Mais quand on a une méconnaissance des systèmes, qu'on s'en méfie et qu'on en a peur, on va pas forcément avoir un discours positif dessus, et donc on va pas être forcément un moteur de la transformation. Donc j'ai envie de dire que la première étape, c'est en fait que ces gens-là portent un regard positif, qu'ils soient capables d'expliquer que de rentrer en transition, c'est pas forcément ni compliqué ni difficile, et que ça peut être une source d'économie, il n'y a pas de risque économique. Et puis partant de là, après, les choses vont se dessiner toutes seules. Et on a aujourd'hui les outils pour entamer cette démarche assez facilement. Je te remercie sur ces notes très positives. Merci Mathieu. À très vite pour d'autres épisodes de nos podcasts L'écho des campagnes. Merci Arnaud.